Cette dixième partie est consacrée entièrement au dernier chapitre du cours de mécanique des solides indéformables et qui porte sur les théorèmes généraux. Donc, dans le premier paragraphe de ce chapitre, on va commencer par le théorème du centre d'inertie. Et avant de démontrer ce théorème, on doit tout d'abord définir la quantité de mouvement élémentaire dans un solide indéformable. Alors, cette grandeur élémentaire est donnée par la relation suivante. Donc, en effet, il s'agit de la quantité de mouvement d'un petit solide au sein du solide global de masse d de m et qui occupe un élément de volume d de v de centre grand M. Alors ensuite, on applique la relation du champ de vitesse en faisant intervenir la vitesse du centre de masse. Donc c'est toujours le même changement de vitesse qu'on a appliqué dans le chapitre précédent. Donc la quantité de mouvement d'un solide indéformable par rapport à un référentiel R0 est donnée par l'expression intégrale ci-dessous. Soit encore en utilisant la relation du changement de vitesse et l'intégrale qui figure dans cette égalité s'applique directement sur les grandeurs qui dépendent du point grand M. Donc c'est une chose qu'on a expliquée précédemment. Alors la première intégrale qui figure dans cette troisième égalité représente la masse du solide et la deuxième intégrale est nulle d'après la définition du centre de masse. D'où l'expression finale de la quantité de mouvement du solide S par rapport au référentiel R0. Donc là, on retrouve la définition de la quantité de mouvement d'un solide dans le cadre de la mécanique du point matériel. Appliquons maintenant la deuxième loi de Newton au solide élémentaire de masse d de m. Alors d'après cette loi, la dérivée totale par rapport à la variable temps de la quantité de mouvement élémentaire est égale à la somme de toutes les forces appliquées à ce solide élémentaire. Alors il faut bien noter ici que la force élémentaire d de f inclut à la fois les forces intérieures, qu'on appelle aussi forces de cohésion, et les forces extérieures appliquées à cet élément de solide. Dans la remarque numéro 2, on précise que la résultante des forces de cohésion, c'est-à-dire les forces intérieures à l'intérieur du solide, est nulle d'après le principe de l'action et de la réaction qui a été énoncé par Newton. Donc, en intégrant les deux membres de l'égalité précédente dans le domaine occupé par le solide, on obtient cette nouvelle égalité dans laquelle il n'y a que les forces extérieures qui sont appliquées au solide indéformable. Par la suite, on va utiliser une propriété sur les intégrales. En effet, l'intégrale de l'accélération du point grand M dans le domaine grand D peut s'écrire aussi sous forme de la dérivée totale par rapport à la variable temps de la quantité de mouvement global, c'est-à-dire la quantité de mouvement du solide. Donc, en effet, on a tout simplement permuté
la dérivée totale par rapport au temps avec l'intégrale, puisque c'est une permutation qui est autorisée ici, le fait que le domaine grand D reste conservatif au cours du mouvement. Donc finalement, on obtient cette égalité. Donc la masse fois l'accélération du centre de masse par rapport au référentiel galiléen R0 est égale à la somme des forces appliquées au solide. Et cette égalité porte le nom de théorème du centre d'inertie ou encore théorème de la résistance dynamique. Dans le paragraphe suivant, on présente la démonstration détaillée du théorème du moment cinétique, appelé aussi théorème du moment dynamique. Alors pour cela, on doit définir tout d'abord le moment cinétique élémentaire en un point arbitraire grand A. Alors le moment cinétique d'un point grand M appartenant à un solide indéformable s'écrit en un point arbitraire A comme suit, c'est-à-dire c'est le moment de la quantité de mouvement élémentaire au point arbitraire grand A. Donc, par la suite, on peut définir le moment cinétique des solides indéformables par l'expression intégrale suivante. Calculons maintenant la dérivée totale du moment cinétique des solides indéformables qui est définie au point arbitraire grand A par rapport à la variable temps. Alors là encore, on va utiliser la permutation de la dérivée totale par rapport à la variable temps avec l'intégrale pour la même raison qu'on a expliqué précédemment. Ce qui fait qu'on obtient les deux intégrales suivantes dans le deuxième membre de cette égalité. Ensuite, on applique la relation de Schall au vecteur AM, donc en choisissant comme point intermédiaire l'origine du repère R0. Alors la deuxième intégrale qui figure dans le deuxième membre de cette égalité est égale au moment des forces extérieures appliquées au solide au point grand A. En effet, le moment résultant des forces intérieures au point grand A est nul d'après toujours le principe de l'action et de la réaction. D'où l'égalité suivante. Alors dans cette égalité, il y a un produit vectoriel qui est nul. Et par conséquent, on obtient cette relation qui relie la dérivée des moments cinétiques au point A par rapport au temps au moment des forces extérieures appliquées au solide et qui est calculée aussi au point arbitraire grand A. La relation précédente peut s'écrire aussi sous cette forme. Donc, le moment des forces extérieures au point grand A est égal à une expression vectorielle qui, théoriquement, est équivalente à un moment défini au même point grand A. Donc, c'est juste pour développer une idée par la suite
concernant cette nouvelle expression vectorielle. Alors, on va définir maintenant un nouveau torseur appelé torseur dynamique. Pour cela, on va étudier le champ vectoriel défini par cette expression vectorielle. En effet, ce champ vectoriel est un champ antisymétrique et c'est ce qu'on va démontrer par la suite. Alors, montrons que le champ vectoriel défini précédemment vérifie la relation de Varignon pour deux points arbitraires, grand A et grand B. Donc, on exprime ce champ vectoriel en un point arbitraire grand B, selon sa définition. Puis, on applique le fait que le champ du moment cinétique est un champ antisymétrique. Donc, le moment cinétique au point B, on peut l'exprimer en fonction du moment cinétique au point grand A. Donc, il suffit de développer les différentes dérivées par rapport au temps. Ce qui conduit facilement à l'égalité suivante. Donc, dans le second membre de cette égalité, on retrouve l'expression de ce champ vectoriel au point grand A, d'où l'égalité qui traduit la relation de Varignon, avec comme résultante de ce champ vectoriel la masse fois l'accélération du centre de masse par rapport au référentiel R0. Conclusion, on peut associer à ce champ vectoriel antisymétrique un torseur qu'on appelle torseur dynamique et qui est donné par ces deux éléments de réduction suivants. Donc, c'est un torseur qui est défini en un point arbitraire grand A et qui est défini comme l'ensemble d'une résultante et d'un moment qui sont donnés par ces expressions. Donc, la résultante de ce torseur dynamique est la masse fois l'accélération du centre de masse par rapport au repère R0. Et le moment dynamique au point A est défini par l'expression vectorielle qu'on a étudiée précédemment. Une remarque importante, lorsque le vecteur vitesse du point arbitraire grand A par rapport au repère R0 est collinéaire à la quantité de mouvement du solide indéformable par rapport à ce repère, alors le moment dynamique au point grand A coïncide avec la dérivée totale par rapport au temps du moment cinétique des solides au point grand A. Alors, comme exemple, c'est le cas où le point arbitraire grand A est considéré fixe par rapport au repère R0, ou bien le cas où le point arbitraire grand A est identique au centre de masse du solide étudié. Maintenant, on va donner la relation qui traduit le théorème du moment dynamique appliqué à un solide indéformable. Alors, d'après ce qui précède, c'est-à-dire par l'introduction du torseur dynamique associé à un solide indéformable, eh bien, ce théorème peut se traduire par l'égalité vectorielle suivante, c'est-à-dire que le moment dynamique d'un solide indéformable
en un point arbitraire grand A est égal au moment des forces extérieures appliquées à ce solide et qui est calculé en ce même point grand A. À partir du théorème du centre d'inertie et du théorème des moments dynamiques qui sont appliqués à un solide indéformable, on peut établir maintenant le principe fondamental de la dynamique et qui est appliqué aussi à un solide indéformable. Donc ce principe regroupe les deux théorèmes que je viens de citer dans le cas d'un solide indéformable. Et ce théorème s'énonce comme suit. Dans un repère galinien, le principe fondamental de la dynamique se traduit par l'égalité torsorielle qui est donnée par la relation suivante. Donc, c'est-à-dire que le torseur dynamique au point arbitraire grand A est égal au torseur des forces extérieures en ce point. Enfin, on va présenter dans le paragraphe suivant la démonstration détaillée du théorème de l'énergie cinétique appliqué à un solide indéformable. Donc, on va commencer tout d'abord par définir l'énergie cinétique élémentaire dans un solide indéformable. Donc, l'énergie cinétique du solide élémentaire au sein du solide est définie comme dans le cas d'un point matériel, à l'aide de la même formule, sauf que la masse du solide élémentaire est notée ici D de M. Par conséquent, l'énergie cinétique globale, c'est-à-dire du solide en question, est donnée par cette expression intégrale. Calculons maintenant la dérivée totale par rapport à la variable temps de cette énergie cinétique globale. Donc, dans cette même étape de calcul, on utilise la relation du champ de vitesse dans le solide indéformable. Alors, dans la troisième égalité, la première intégrale représente la résultante des forces extérieures appliquées au solide en question. Et la deuxième intégrale représente le moment de ces forces extérieures au point grand G. L'égalité précédente peut s'écrire encore sous cette forme. Et dans le deuxième membre, on retrouve la définition d'un commandement de deux torseurs. Donc la dérivée totale par rapport à la variable temps de cette énergie cinétique est égale au commandement du torseur cinématique et du torseur qui représente les forces extérieures. Donc dans cette égalité, on n'a pas précisé le point auquel ces deux torseurs sont définis, parce que, comme vous le savez, le commandement de deux torseurs ne dépend pas du point choisi. Donc, on peut choisir n'importe quel point pour définir ce commandement, mais à condition que ce point reste quand même un point du solide, puisque le torseur cinématique il est défini uniquement dans le solide. Cette partie du cours se termine par une remarque importante, à savoir que la dérivée totale par rapport à la variable temps de l'énergie cinétique d'un solide indéformable
est égal à la puissance instantanée des forces extérieures qui lui sont appliquées. Alors cette puissance peut s'écrire encore sous forme d'une somme de deux puissances. La première est une puissance qui est due à la translation du solide et la deuxième est une puissance qui est due à la rotation du solide en question. Donc, dans le cas où la puissance de rotation du solide considéré est nulle, on retrouve l'expression de la puissance qu'on utilise dans le cas d'un point matériel. Ainsi prend fin cette présentation et à la prochaine présentation qui sera réservée à une application sur les théorèmes généraux.